Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 53. Et je vous propose cette fois un exercice assez léger, ça changera un petit peu des exos de colle habituels ou des petits exos de colle habituels, puisque bon voilà, un exercice un petit peu plus facile, mais tout de même qui a son intérêt pour beaucoup de raisons, et qui est, je pense, un exercice très classique qu'il faut avoir vu au moins une fois en classe préparatoire en deuxième année. Et donc cet exercice est le suivant, démontrer l'inégalité de Hadamard. Alors de Hadamard ou d'Hadamard, hein, j'avoue que j'ai vu deux façons d'écrire cette chose, donc soit de Hadamard, soit d'Hadamard. Si vous savez laquelle des deux il vaut mieux écrire, et que vous avez une raison valable pour ça, je veux bien l'entendre. Ici j'ai préféré mettre de Hadamard, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment de raison d'avoir écrit de Hadamard. Bref. Qu'est-ce que dit cette inégalité? Elle nous dit la chose suivante: pour n'importe quel n-uplet de vecteurs dans Rn, si on regarde la valeur absolue du déterminant de la matrice formée par les vecteurs x1, xn, eh bien on va pouvoir le majorer par le produit des normes 2 de ces vecteurs. Ok, donc cet exercice, comme je l'ai dit, est un exercice, je pense, assez classique de classe préparatoire de deuxième année. C'est même un exercice qui est souvent utilisé pour un développement en agrégation également, ça peut être proposé. Donc c'est quand même, je pense que c'est quand même un exercice assez intéressant pour plusieurs raisons. Et puis notamment pour la résolution, hein, donc pour tenter de démontrer cette inégalité, on utilise une notion assez importante qu'on voit donc en deuxième année de classe préparatoire, et je pense que voilà, ça vaut vraiment le coup de le proposer en exo de colle. Donc ça fait partie des raisons importantes qui font que je le propose en exo de colle, plutôt qu'en petit exo de colle, car vous allez voir que la résolution n'est pas très difficile finalement, et que elle va pas être très longue non plus. Alors je vais parler de 2-3 choses autour de cet exercice bien sûr, mais en tant que tel, vous verrez que la résolution n'est pas très difficile. Avant de lancer la résolution, j'aimerais juste lancer un petit fun fact à propos de Jacques Hadamard, donc le mathématicien qui a donné son nom donc à cette inégalité, mais bon, bien sûr, qui a fait bien plus de travaux que ça. Donc ça ne réduit vraiment pas qu'à cette inégalité. Mais le petit fun fact que j'ai appris en préparant cette vidéo, c'est que apparemment Jacques Hadamard a un lien plus ou moins de famille avec un certain Dreyfus. Donc il se trouve que la fille du cousin du papa de Jacques Hadamard est en fait la femme de Dreyfus. Donc voilà, c'est assez marrant. Et ça peut expliquer aussi, à ce que j'ai lu également, ça peut expliquer aussi son engagement politique. Puisque si vous savez déjà ce qui s'est un peu produit pour l'affaire Dreyfus, chose que je n'ai pas envie de rappeler ici, mais si vous savez ce qui a pu se passer là-dessus, et tout le problème qui a duré vraiment des années, eh bien pendant cette période, Jacques Hadamard s'est lancé un peu plus politiquement, s'est engagé davantage politiquement sur tout ça. Et donc je pense que voilà, la raison principale c'est vraiment lié à ce lien qu'il y a entre Hadamard et Dreyfus. Donc c'est quand même, voilà, je trouve ça assez marrant et je voulais vous en parler rapidement comme ça en fun fact. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein. Quelque chose pour briller en société si je puis dire, mais bon, c'est une info comme une autre. Bref, sur ce, comme d'habitude, je vous invite à faire une petite pause avant que je ne dise quoi que ce soit concernant une résolution de cet exercice. On est parti? Bon, alors, je vais lancer une bombe. Qu'est-ce que j'entends par lancer une bombe? Je vais juste vous donner la clé pour résoudre l'exercice. Parce que la clé, c'est vraiment la notion qu'on va utiliser. Et la clé, ici, c'est Gram-Schmidt. Alors je vous invite à refaire une pause. Si vous n'avez pas réussi à résoudre cet exercice, je vous invite à refaire une petite pause et à essayer de voir comment on peut utiliser Gram-Schmidt afin de résoudre cet exercice. Ok, vous avez essayé, j'espère que vous avez réussi. Alors, comment on utilise Gram-Schmidt? Alors, Gram-Schmidt, c'est l'orthonormalisation d'une base. Alors, il se trouve que ici, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à la normalisation, je vais juste avoir besoin de l'orthogonaliser. Donc, je vais juste faire une orthogonalisation. J'ai tout à fait le droit, hein. C'est juste que je vais pas m'amuser à renormer les vecteurs qui vont être en jeu. Bon, alors, comment on applique cette histoire de Gram-Schmidt? Eh bien, pour appliquer cette histoire de Gram-Schmidt, il faut avoir affaire à une base. Donc c'est là où on voit qu'il y a deux cas de figure qu'il va falloir traiter. C'est le cas où la famille
des x1, xn est liée et le cas où la famille des x1, xn est libre. Alors, le premier cas qui est très très simple, donc si la famille x1, xn est liée, bon bah le déterminant, c'est facile, c'est 0. Voilà, et bon bah 0 c'est clairement inférieur ou égal au produit des normes 2. J'espère que vous en êtes convaincus. Les normes 2, comme mettant des normes, eh bien norme de n'importe quel vecteur, ça donne un truc positif, donc le produit de trucs positifs, ça reste un truc positif. Donc c'est assez clair que l'inégalité tient dans ce cas-là. Bon, maintenant qu'on a traité le cas lié, on va traiter le cas libre. Vous remarquerez le jeu de mots. Hop, sans commentaire. Bref, donc si je prends cette fois-ci x1, xn, et j'avoue que c'était pas fait exprès le jeu de mots, mais bref, c'est la magie du direct. Et j'avoue que je suis quand même très fervent des jeux de mots. Bon, bref. Donc, si je travaille maintenant avec x1, xn, une famille libre, bon bah là on a exactement n vecteurs, donc ça forme une base. Et quand on a affaire à une base, bah, c'est là où je vais pouvoir orthogonaliser la base. Donc on orthogonalise la base. Donc, orthogonalisation. Et ça va me donner une nouvelle base, y1 jusqu'à yn. Ok, alors bah, pour ceux qui ne se souviennent pas de comment marche l'orthogonalisation, je vais faire un petit rappel parce que c'est quand même assez intéressant de le voir ou de le revoir. Eh bien, l'orthogonalisation marche de la manière suivante. Alors, je rappelle que ici, je ne vais pas normaliser. D'accord, je rends juste ma famille orthogonale et ça va amplement me suffire pour résoudre l'exercice. Ok ? Donc pour orthogonaliser, la chose est la suivante. Je commence par prendre le premier vecteur de ma famille, là. D'accord ? Donc si je prends le premier vecteur, je prends donc x1 ici. Si j'avais à le normaliser, je normalise, donc je divise par la norme de x1. Bon, ici c'est pas le cas, je garde juste x1. Puis ensuite je fais quoi ? Eh bien l'étape suivante, c'est je fais y2 égale x2 moins, et là je vais enlever une composante. Alors enlever la composante, alors il faut faire un petit calcul, et le petit calcul est le suivant, il va falloir regarder le produit scalaire de, donc que je fasse pas de bêtises, le produit scalaire de x2 avec y1, et il faut que je divise par la norme de y1, par contre ça va être important, au carré, fois y1. Donc quand on orthogonalise, ce qui se passe, c'est que bah, là, le produit scalaire normalement qu'on fait quand on a déjà normalisé, bah, il faut faire attention pour trouver l'exacte composante de y1 qui va apparaître. Et pour trouver l'exacte composante de y1 qui apparaît, il faut normaliser. Donc c'est là où il y a quand même un petit changement par rapport à ce qui se passe quand on orthonormalise. Quand on orthonormalise, j'ai pas besoin de diviser par cette norme au carré ici. Mais là, ici, j'en ai besoin parce que je suis en train de orthogonaliser et pas normaliser. Donc là voilà, je calcule y2 en faisant ce calcul, et une fois que j'ai fait ce calcul, ça y est, j'ai gagné, j'ai y2. Puis y3, pareil, j'écris la formule pour y3, puis je vais m'arrêter ici, donc je vais avoir x3, puis je fais pareil, donc x3 scalaire y2 sur la norme de y2 à la 2, le tout, donc au carré, le tout, fois y2, moins ensuite, donc x... que je fasse pas de bêtises, x3 scalaire y1 divisé par la norme de y1 à la 2, le tout fois y1. Bon. Alors, donc là vous voyez encore une fois la formule d'orthogonalisation change un tout petit peu par rapport à la normalisation, à l'orthonormalisation, pardon. Mais bon, vous voyez quand même que le principe reste le même. Alors ce qui est assez important, c'est que vous pourrez remarquer que les xi que les xi pourront s'écrire comme une combinaison suivant les y1 jusqu'à yi. Ça va avoir une certaine importance, mais bon voilà, c'est quand même, voilà. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de faire un changement de base, et ce changement de base, il est quand même triangulaire, hein, donc c'est quand même très intéressant d'avoir ça. Donc on pourra remarquer que x1 c'est y1, très bien, et puis on pourra remarquer ensuite que x2, bah, ça peut s'écrire comme y2 plus un certain lambda, comment je vais l'appeler, lambda, je vais l'appeler, je sais pas, 1,2 ou 2,1, peu importe, je sais pas.
parce que ça dépend comment on voit la matrice encore une fois, mais bref, là on va avoir, disons lambda 1, 2, peu importe. Donc lambda 1, 2 fois y1, puis ensuite j'ai x3 qui va pouvoir s'écrire y3 plus lambda, donc là c'est 2, 3, y2 plus lambda 1, 3, y1, etc. Donc là on voit vraiment explicitement comment marche l'orthogonalisation ou même l'orthonormalisation, puisque l'orthonormalisation c'est pas très loin de ce que je viens d'écrire là, c'est juste qu'il y a une question de division par norme qui apparaît en plus, mais ici voilà, c'est globalement ce qui se passe là. Donc on se retrouve avec ça, très bien. Et donc il faut comprendre que ce changement se fait via une matrice triangulaire dont la diagonale, puisque la diagonale va pouvoir se lire en lisant ce qui se passe devant y1, devant y2, devant y3, on peut remarquer que la diagonale n'est formée que de 1. Donc, ce que je peux écrire alors, à la suite de l'orthogonalisation, donc je vais effacer juste une partie pour pouvoir écrire la suite. Ce que je peux écrire, c'est la chose suivante. Je peux écrire que si j'écris M, ma matrice x1, xn, donc formée par les vecteurs en colonne, bon, on peut choisir colonne ou ligne, bon ici je choisis colonne, par habitude on va dire. Si je note n, la matrice y1 jusqu'à yn, eh bien je peux écrire la chose suivante, je peux écrire que m est égal à t fois n, avec t une matrice triangulaire supérieure ou inférieure. Bon, on va dire, j'ai pas forcément besoin de savoir exactement. Bon, là, c'est peut-être supérieur, mais bon, bref. Mais surtout, ce qui est important, c'est dont la diagonale ne contient que D1. Ok, donc de toute façon c'est un changement de base, hein. Vous pouvez aussi dire, bon ok c'est un changement de base, donc un changement de base, le déterminant ne changera pas. Mais là j'ai une manière un peu plus explicite de dire les choses. La manière un peu plus explicite de dire les choses, c'est vraiment, bah voilà, je peux faire ce calcul, et ce calcul, bah, le déterminant de t me donne directement que ça vaut 1. Donc bon, c'est vous qui voyez, peu importe ce que vous dites, soit en disant, bah on est en train de changer de base, donc quand on change de base, le déterminant ne change pas, c'est vrai. Ou alors, une autre façon de dire, c'est que là, comme je viens carrément d'expliciter comment se traduit en fait le principe de Gram-Schmidt en termes matriciels, eh bien, je peux dire là, le déterminant de t, il vaut 1. Et puis après, il reste à regarder ce qui se passe pour le déterminant de n. Donc le déterminant de t vaut 1. Et maintenant, que vaut le déterminant de n? Et là, j'affirme que le déterminant de n, on peut le trouver. En valeur absolue. Mais on peut le trouver. Alors, comment? Eh bien, il suffit de regarder le carré de cette matrice. Enfin, pas tout à fait le carré, mais plutôt regarder le produit de la matrice n avec sa transposée. C'est pas tout à fait le carré, c'est plutôt multiplié par sa transposée. Pourquoi? Eh bien, parce que je vous rappelle que vous avez orthogonalisé, donc ça, je vais peut-être garder ça parce que j'en aurai besoin à un moment donné. Vous avez orthogonalisé la matrice. Je vous rappelle que vous avez fait ça, hein. Vous avez orthogonalisé la matrice. Donc si vous avez orthogonalisé la matrice, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que si vous faites n fois la transposée de n, ça veut dire que vous êtes en train de faire... Donc en faisant le calcul, vous allez vous retrouver à faire y1 scalaire y1, y2 scalaire y1, peut-être que j'écris le produit scalaire dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, de toute façon le produit scalaire est symétrique, hein. Donc y1 scalaire y2, et ainsi de suite. Et donc, bah, comme je sais que les y forment une base orthogonale, le produit scalaire de y avec yj, ça fait 0, si i est différent de j. Par contre, si i égale j, je vais avoir la norme de y qui va apparaître au carré. Ok? Donc en fait, cette matrice-là, ça va me donner une matrice diagonale, où dans la diagonale, je vais avoir la norme de y1 au carré, jusqu'à la norme de yn au carré. Et donc le déterminant de cette... Donc avec des zéros ailleurs. Hein. Je l'ai pas écrit, mais je l'écris. Ok. Et donc bah, le déterminant de n fois la transposée de n,
Et bien ça c'est égal donc au produit des normes de y au carré. Donc pour i de 1 à n. Voilà, voilà, très bien. Alors donc j'ai ça marche. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre? Bah du coup, juste 2 secondes. Oui. Donc voilà, alors si je fais ce calcul, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est que ce déterminant, je peux utiliser le produit. Hein, donc le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Je peux écrire ceci. Voilà. Sauf que le déterminant de la transposée d'une matrice est égal au déterminant de la matrice elle-même. Donc là, je me retrouve avec le déterminant de n au carré. Conclusion, bah, je peux dire déjà que la valeur absolue du déterminant de n, c'est égal au produit des normes de yi. Et ça, c'est cool. Le déterminant de n est exactement égal au produit des normes de y. Et là, vous pourrez remarquer quelque chose. Je viens de montrer un cas d'égalité dans l'inégalité de Hadamard. Donc le cas d'égalité, en fait, se produit, et on pourra le justifier ensuite, se produit que si, et seulement si, les vecteurs sont orthogonaux. Donc j'ai pas besoin d'avoir orthonormalité, j'ai juste besoin de orthogonalité. Ok. Bon, alors maintenant il faut que je revienne à mon histoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déterminant de m, c'est égal à ce produit. Puisque le déterminant de t vaut 1 et le déterminant de n, on vient de trouver en valeur absolue, bien sûr. Donc il faut que je mette des valeurs absolues maintenant là-dedans. Alors je vais effacer un petit peu. Hop. Et donc si j'efface, maintenant j'ai quoi? Je vais avoir la chose suivante. Alors que je fasse pas de bêtises. Donc le déterminant de m en valeur absolue, on vient de dire maintenant que c'est le produit pour i allant de 1 à n du produit des normes de y, donc de ces normes 2. Bon, très bien. Alors maintenant, c'est quoi? C'est quoi la norme de... Enfin, quel est le lien entre la norme de y et la norme de xi? Parce que si j'arrive à faire ce lien, j'ai terminé. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si j'arrive à faire ce lien, j'ai terminé. Eh bien, si je veux faire la norme de xi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qu'il me reste à faire, c'est regarder ce qui se passe quand je mets une norme de chaque côté. Et ce qui se passe quand je mets une norme de chaque côté, je me rends compte que... oui, voilà, donc je vais me rendre compte... Alors, attendez, je ne vais pas faire de bêtises... Alors, ce que j'ai envie de dire... Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer de montrer que la norme 2 de xi valent quelque chose de plus petit que la norme de i... quelque chose de plus grand que la norme de yi. Donc, alors ce que je pourrais peut-être faire, c'est regarder le produit scalaire de x1 avec y1. C'est ça, je pense que c'est ça le truc. Donc si je regarde le produit scalaire de xi avec yi, si vous regardez, alors c'est pour ça que j'ai laissé les expressions, c'est pour que vous vous rendez compte de ce qui va se passer. Si je fais le produit scalaire de xi avec yi, par rapport aux expressions que je viens de vous écrire, vous voyez que je peux écrire x1 comme étant égal à quelque chose comme ça, x2 comme étant égal à quelque chose comme ça, blablabla. Bla bla bla. Très bien. Bon, mais ça, ce produit scalaire, c'est exactement égal à la norme de y carré. Ok? Sauf que vous savez quelque chose d'autre. Vous connaissez l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et l'inégalité de Cauchy-Schwarz vous dit que si vous regardez la valeur absolue de ce truc, qui est donc égale à ce truc, donc c'est déjà positif, si vous regardez la valeur absolue de ce truc, vous savez que ce truc-là est inférieur ou égal au produit de la norme de xi avec la norme de yi. Ça, c'est Cauchy-Schwarz qui vous le dit. Donc Cauchy, on va y arriver, Schwarz. Voilà. Donc c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui vous permet de conclure donc que la norme de y au carré est inférieure ou égale au produit de la norme de xi avec la norme de yi. Toutes les affaires étant positives, je peux donc conclure que la norme de yi
est bien inférieur ou égal à la norme de xi, ce pour tout i. Voilà. Donc bah là maintenant je suis en train de faire un produit de nombres positifs, donc chacun des normes de yi étant inférieur ou égal à chacune des normes de xi, je conclus bien l'inégalité i égale 1 n de xi, norme 2. Voilà, et voilà, je vous ai donc démontré l'inégalité de Hadamard. Voilà, je l'avais promis, hein, c'était pas très long. Donc voilà, bon, j'ai juste eu un petit bug parce qu'il fallait juste se souvenir de comment on arrive à avoir l'inégalité avec xi par rapport à la norme de yi, mais voilà, comment on l'obtient, on peut l'obtenir via l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui est plutôt sympathique. Bon, et donc maintenant le cas d'égalité, le cas d'égalité, on vient plus ou moins de le traiter. Si les xi sont orthogonaux, donc on a vu que si les xi sont orthogonaux, alors on a égalité dans ce calcul. Et en fait, quand on voit la preuve qu'on a dû effectuer pour montrer qu'il y a inégalité, on pourra remarquer qu'à un moment donné, le seul truc important qu'on a utilisé, c'est l'orthogonalisation. Et quand on orthogonalise une famille qui est déjà orthogonale, eh bien, il y a égalité, puisque du coup ça veut dire que chacun des xi égale au yi directement. D'accord ? Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que par rapport à la preuve qu'on vient de faire, on peut directement conclure que si on avait une famille orthogonale, en fait on aurait xi égale yi, et donc on aurait égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que je raconte, dans le déterminant de M. Mais aussi on aurait égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, puisque l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il faut qu'il y ait deux vecteurs qui soient collinéaires. Donc évidemment si les deux vecteurs sont égaux, c'est encore mieux. Donc voilà, donc le cas d'égalité se traite vraiment très facilement. Juste par rapport à la preuve elle-même, on se rend compte que voilà, il n'y a que ce cas-là où on peut avoir égalité et pas autre chose. Très bien. Bon, alors voilà, alors maintenant je vous ai donc résolu l'inégalité de Hadamard. Alors on va savoir que l'inégalité d'Hadamard peut se résoudre dans un cas un peu plus général. Voilà ma petite partie de discussion. On peut résoudre ce cas-là, cette affaire-là, dans un cadre un peu plus général. Et le cadre un peu plus général, c'est au lieu de travailler dans R, on pourrait travailler dans C. Ok ? Et donc là, travailler dans C, la norme 2 marche toujours, il faut vous regarder juste le module. Donc il faut faire la racine carrée du module de chaque composante à la 2 au carré. Et donc et mettre ça en racine carrée. Et donc on revient à la même question. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment ça marche en fait dans ce cas-là? Et bien ce qui va marcher, c'est qu'on peut encore une fois faire une espèce de orthonormalisation. Sauf que cette orthonormalisation va se faire avec un produit scalaire, un tantinet modifié, puisque le produit scalaire qui est lié à la norme 2 dans le cas Cn, ça va être un produit scalaire qui s'écrit plutôt x avec transposé du conjugué du vecteur y. Donc le conjugué du vecteur y, c'est vraiment prendre le conjugué de chacune des composantes. Et donc ce qui reviendrait à faire une orthogonalisation, si on veut, ou orthonormalisation, si on veut aller un peu plus loin, et bien ça reviendrait à se ramener, donc là n est une matrice orthogonale, dans le cas complexe, ça nous ramènerait au cas où n doit être une matrice hermitienne. Voilà, et donc l'orthogonalité est un petit peu moins simple à faire comprendre, bien sûr, mais quand on a affaire à une matrice hermitienne, les matrices hermitiennes ont la bonne propriété que si je fais la transposée du conjugué de la matrice, donc exactement comme pour le vecteur, on fait le conjugué de chacune des composantes dedans, puis on fait ensuite la transposée, si je fais ça, c'est égal à l'inverse de la matrice de départ. Alors ici, ça va être un tout petit peu différent, mais c'est tout petit peu, pas vraiment. L'idée, c'est que l'orthogonalisation, vous pouvez encore la faire. Pas trop de problème. Le seul truc, c'est que les matrices qui vont être en jeu vont être des matrices qui vont être... donc ici, on va avoir une matrice orthogonale pour ce nouveau produit scalaire, avec cette histoire de conjugaison. Et la matrice triangulaire ici est toujours une matrice triangulaire avec que des 1 dans la diagonale. Donc, presque rien ne va avoir changé. Et là, cette matrice qui va être hermitienne, bon, à peu de choses près, parce que c'est pas tout à fait hermitienne, il faudrait diviser par une bonne valeur pour que ce soit hermitienne, mais cette matrice va avoir le bon goût que si je multiplie par son
sa transposée. Donc tout à l'heure j'ai multiplié par la transposée, ici il faudrait multiplier par la transposée conjuguée, ce qu'on appelle la transconjuguée pour faire plus simple. Donc si je multiplie par la transconjuguée de n, ce qui va se passer c'est que je vais encore une fois avoir le résultat comme étant le produit des normes 2 de chacun des y à la 2. Et donc j'arriverai à la même conclusion pour le déterminant de n et donc pour le déterminant de m. Et après, pour avoir cette inégalité, l'inégalité de Cauchy-Schwarz marche encore dans le cadre du produit scalaire donné par ce produit scalaire là-bas, hermitien. Donc on dirait plutôt, d'ailleurs on ne parlerait pas de, donc c'est vrai que je dis tout le temps produit scalaire, mais dans ce cas-là on ne parle pas de produit scalaire, on parle plutôt normalement de produit hermitien. Parce que c'est pas vraiment un produit scalaire, hein. Vous n'avez pas la commutativité par exemple, vous ne pouvez pas échanger le rôle de x, y et ça reste la même chose, non. Il y a une question de conjugaison et tout ça qui apparaît, donc c'est pas tout à fait un produit scalaire. Donc on appelle ça plutôt un produit hermitien. Quand on a affaire à un produit hermitien, on peut encore faire des orthogonalisations et tout ça, donc vraiment rien de bien méchant. Très bien, alors autre chose que je peux ajouter encore comme commentaire, et là par contre je vais l'écrire parce que bon, là tout ce que je viens de dire c'était quand même quelque chose un peu hors programme, donc je me suis permis de ne pas trop en parler. Mais là quelque chose qui peut être assez intéressant à savoir, c'est l'interprétation géométrique de ce résultat. Et l'interprétation géométrique de ce résultat est le suivant. Je pense que ça peut être intéressant de savoir, parce que bon, il peut y avoir pas mal d'exercices en concours où on parle du volume d'un objet, donc peut-être un parallélépipède ou quelque chose comme ça. Et bien là, c'est ça qui est intéressant. Donc, interprétation géométrique. Donc l'interprétation géométrique est la suivante. Si je prends soit un parallélépipède, donc parallélépipède dur, rectangle, pas rectangle, qu'est-ce que je raconte moi? Je devrais pas parler de parallélépipède rectangle, c'est pas tout de suite là. Je suis en train de dire des bêtises de toute façon. Donc bon, c'est plutôt je veux une généralisation de ce qu'est un parallélogramme. On va dire ça comme ça. Donc soit un parallélogramme vu en deux dimensions n formé par les vecteurs. Donc formé par les vecteurs, donc les vecteurs sont x1 jusqu'à xn. Donc pour faire un petit exemple rapide, on peut avoir en 3D ça, puis quelque chose comme ça. Alors peut-être je vais le mettre en pointillé celui-là. On ne voit pas trop les pointillés. On va rester en trait droit. Voilà, donc on a ça. Voilà. Hop. Voilà. Ok. C'est pas si mal. Bon, il est pas très... Bon, il est pas super, mais il est plutôt pas mal mon parallélogramme en dimension 3. Donc, très bien. Bref, donc, si je prends un parallélogramme engendré par, donc en dimension n, engendré par les vecteurs, x1 jusqu'à xn, eh bien, le volume de ce parallélépipède, donc le volume de, je sais pas, je vais l'appeler P, donc le parallélogramme ou parallélépipède, hein, je suis pas trop sûr si je dois parler de parallélépipède, mais bon, bref. Donc bref, le volume de ce parallélogramme, eh ben, il est majoré par le produit des normes des vecteurs. C'est quand même pas mal hein, comme chose à savoir. 1 jusqu'à n. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a égalité quand les vecteurs sont orthogonales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a affaire à un pavé droit, un parallélépipède rectangle en dimension 3, ou bon voilà. Donc il faudrait que ce soit rectangle. Donc on a égalité si et seulement si on a affaire à un rectangle, si on veut, en dimension n. Quand même intéressant, je trouve, le point de vue. Et donc, bon, ce point de vue géométrique, il apparaît dans certains sujets de concours, des choses comme ça, donc je pense que c'est intéressant d'avoir ce petit point de vue géométrique. Je terminerai par juste une petite application de cette inégalité d'Adamard. Une petite application qui serait la suivante.
Donc là j'ai l'interprétation géométrique, c'est bien, je vous ai parlé du cas complexe. Donc maintenant, petite application qui est souvent posée, enfin je pense qu'il peut être posé en petit exercice juste à la suite de ce truc là. C'est si, donc, application, si j'ai M, une matrice dans Mn de R, telle que le coefficient des matrices MIJ en valeur absolue ou en module, parce qu'on pourrait même travailler dans C si vous voulez, mais est inférieur ou égal à 1, montrer que la valeur absolue du déterminant de M est inférieure ou égale à n puissance n sur 2. Bon là je vous laisse pas le temps de réfléchir parce que c'est pas un exercice très difficile, hein, c'est vraiment une application directe de l'inégalité d'Adamard. Donc l'inégalité de Hadamard nous dit la chose suivante, bah ok, alors la valeur absolue du déterminant de M, c'est inférieur ou égal au produit des normes de xi, i allant de 1 à n, sauf que la norme de xi, bah, c'est la racine carrée des valeurs absolues de m, alors ici je regarde en colonne, donc je vais dire m1i au carré plus blablabla plus m ni au carré, sauf que là ce que je viens de dire c'est que chacune des valeurs de la matrice est bornée en valeur absolue par 1, donc ceci est donc et ceci est donc inférieur ou égal à racine carrée donc de 1 plus 1 plus blablabla 1 et ce n fois, donc c'est-à-dire racine carrée de n, d'où le fait que ce truc là va être inférieur ou égal à racine carrée de n puissance n, donc n puissance n sur 2. Voilà. Rien de bien méchant, mais c'est quand même un exercice assez sympa qu'on peut ensuite réadapter si on voulait en disant bah, les coefficients de la matrice sont bornés, donc bornés au sens où elles sont toutes inférieures ou égales à une certaine valeur et des valeurs distinctes si vous voulez. On pourrait réadapter l'exercice comme ça, et si on réadapte l'exercice comme ça, il faudrait faire juste apparaître la borne partout, et du coup on aurait un produit de borne qui apparaîtrait, de racine carrée de la borne qui apparaîtrait donc pour chacun des vecteurs. Bref, voilà, donc c'est pas un exercice très très difficile, mais c'est quand même un exercice plutôt sympa, je pense, à avoir en tête, et comme petite application de cette inégalité d'Adamard. Bon voilà, bah, je pense vous avoir dit l'essentiel concernant cette inégalité ou des choses comme ça. Alors bon, ça fait 30 minutes, donc je vais avoir le temps de parler de 2-3 informations. Alors la première, c'est concernant des exercices que vous souhaiteriez me proposer. Je suis tout à fait d'accord pour que vous me proposiez des exercices. Il n'y a aucun problème là-dessus, que ce soit en commentaire et tout ça. Par contre, s'il y a des questions sur des exercices et que vous voulez qu'on en parle, parce que bon, j'ai vu des commentaires qui me parlaient justement de travailler un exercice, donc qui me proposait de voir de l'aide, hein. En gros ils me demandaient carrément de l'aide pour résoudre un exercice. Bon, ces questions-là, je préférais qu'on me les envoie directement par courriel, par mail. Ce serait quand même plus préférable pour éviter d'inonder les commentaires de la chaîne par des questions d'exercices qui sont tout à fait autres par rapport à ce qui est prévu pour la vidéo. Donc j'aimerais juste vous faire passer cette information que si toutefois vous auriez peut-être des problèmes sur des exos de colle que vous voudriez peut-être partager ou quoi que ce soit avec moi, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que je préférais, s'il s'agit essentiellement de vous aider à résoudre l'exercice, je préférerais qu'on m'envoie les choses par mail, d'accord, et pas envoyer les choses en commentaire. C'est pas désagréable en soi, mais je trouve que ça éviterait d'inonder la vidéo de commentaires qui ne servent pas forcément, qui ne desservent pas la vidéo elle-même. C'est ça qui m'embête un peu. Après, s'il s'agit juste de proposer un exo de colle, aucun problème, vous pouvez le mettre en commentaire, il n'y a aucun souci là-dessus, ça, moi, ça me va. Et au moins, ça montre aussi que, bon, bah, quand vous verrez l'exo de colle ou petit exo de colle plus tard, ça me permet de mettre une preuve que, voilà, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé cet exo, et je l'ai fait pour lui. Et c'est déjà arrivé à quelques reprises que des personnes, des abonnés de la chaîne, ou même d'autres personnes qui n'étaient pas forcément abonnées à la chaîne, peu importe, mais en tout cas des personnes qui ont regardé les vidéos, qui se sont dit « Ah, j'aimerais bien voir cet exercice de colle », m'ont proposé cet exo de colle, où en discutant, on a parlé de cet exo de colle, et je l'ai fait.
je l'ai fait en exo de colle ou en petit exo de colle. Ou même en plusieurs morceaux. C'est déjà arrivé qu'un exo qui m'avait été proposé s'est fait en plusieurs morceaux. Ça m'a pris un exo de colle, enfin ça m'a pris 2 exos de colle plus, donc 2 exos de colle même, 2 exos de colle plus un petit exo de colle. Donc si l'élève suit encore la chaîne, il se reconnaîtra. Mais voilà, donc ça peut, voilà, il n'y a aucun souci s'il s'agit juste de proposer des exos. Mais par contre, s'il s'agit de vous aider à résoudre des exercices de colle, je préférais que ce soit par mail. C'est juste, comme je viens de le dire, pour éviter d'inonder les vidéos de commentaires qui ne desservent pas les vidéos. Essentiellement, c'est la seule information importante que j'ai à dire. Il y a juste peut-être une autre information, mais bon, j'ai encore le temps d'en reparler. Il y aura une semaine, donc en fin octobre, où je ne ferai pas de vidéo. En tout cas, a priori, je ne pense pas faire de vidéo sur une semaine particulière, parce que pendant cette semaine-là, je vais repartir en France, mais faire un petit saut très rapide pour la Toussaint. Donc je ne vais pas expliquer les détails de pourquoi, etc. parce que bon, c'est quand même quelque chose d'assez personnel cette fois, donc je ne peux pas me permettre de vous l'expliciter, mais bref, c'est important pour moi, et donc si je puis dire juste rapidement, c'est juste lié à la Toussaint, mais je n'en dirai pas plus. Et donc voilà, donc je ne pourrai pas vous proposer de vidéo la semaine, alors je crois que ça ramène à jeudi 27 ou quelque chose comme ça. Mais bref, on a encore le temps de voir venir. Et puis voilà, je pense avoir dit essentiellement, enfin je pense l'essentiel des informations qu'il fallait avoir pour l'instant. Oui, alors peut-être un dernier truc, je pense, alors il faut que ça se confirme, parce que bon voilà, vous savez que depuis que j'ai fait cette chaîne, je suis encore doctorant à Montréal. Et donc bon il y a un moment donné, il va falloir écrire la thèse, et il va falloir aussi la soutenir. Et bien l'écriture de la thèse, a priori, ça a l'air d'être à peu près officiel, mais je vais bientôt la commencer. Puisque bon voilà, suite à des discussions avec certains chercheurs et professeurs en France et ici, notamment avec mon encadrant, Hugh, il semblerait que ce serait bien d'essayer de commencer à écrire la thèse maintenant pour que la soutenance de thèse se fasse l'année prochaine. Donc ma soutenance de thèse maintenant a, pour ainsi dire, un mois, un but en tout cas, donc ça serait le mois de novembre 2023. Donc voilà, donc je voulais vous partager cette information, les choses avancent, pour vous dire, voilà, pas mal de petits résultats, etc. Il y en a même d'autres qui arrivent là, je me rends compte en étant ici qu'il y a beaucoup de choses qui avancent encore plus vite et c'est vraiment super agréable. Et donc voilà, donc je voulais juste vous passer cette information. Je ne sais absolument pas s'il y aura potentiellement un enregistrement de cette soutenance ou quoi que ce soit. Là pour l'instant c'est obscurité complète. Mais en tout cas, a priori, cette soutenance se fera en novembre 2023. Donc bon voilà, vous serez tenu informé petit à petit de la date exacte si ça vous intéresse ou des choses comme ça. Et si elle serait enregistrée, si tel est le cas, eh bien j'essaierai d'avoir l'enregistrement pour vous la partager. Ça sera avec plaisir. Et puis voilà, donc voilà, alors maintenant c'est bon, j'ai fait vraiment le tour des informations importantes, et donc ça va, la vidéo n'est pas trop longue, tant mieux. Sur ce, comme d'habitude, le blabla habituel, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, ou même des propositions d'exercices de colle, il n'y a aucun souci, j'ai les bras ouverts pour ça. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera un grand plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi à d'autres camarades, étudiants ou professeurs qui seraient intéressés par le contenu de cette chaîne, cette vidéo en particulier ou d'autres vidéos de la chaîne. Et puis voilà, sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour un numéro cette fois-ci du Coin Recherche. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.